El Clasico, Real Madrid, FC Barcelone. L'avant-match. J'espère que vous allez bien, les gars. Le Clasico avant l'heure. Et pour m'accompagner, je suis en compagnie de Dave, le D. Comment tu vas, frérot? Écoute, très bien, très bien. Un grand merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Très heureux de représenter surtout le FC Barcelone pour cet avant-match, voilà, qui va être chaud. On va un petit peu tout aborder. J'ai hâte de parler football et de parler Classico. Exactement, tu représentes le Barça, c'est pour ça que je t'ai invité. Et merci à toi d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez les gars, on commente, on s'abonne, on like. Pour ceux qui connaissent pas Dave le D, parce qu'il y a quelques supporters du Barça qui me suivent, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Je vous la mettrai en description. Dave le D sur YouTube. YouTubeur Barça. N'hésitez pas à aller checker. T'as une chaîne secondaire, il me semble aussi, non? J'ai une petite chaîne secondaire pour parler un petit peu de foot en dehors du FC Barcelone, parce que j'aime bien le foot dans sa globalité, pas que parler du Barça. Donc oui, petite chaîne secondaire. Mais concentrez-vous déjà sur Dave le D, c'est très Exactement, on se concentre sur Dave le D, on n'hésite pas, on va donner de la force, bien évidemment. On va revenir forcément sur ce premier Classico de la saison. Il y a pas mal de choses à dire. On parlera un petit peu de l'état de forme des équipes. On fera un point aussi tactique, voir un peu comment va se jouer ce match tactiquement, comment ça peut se dérouler. Forcément, on fera un tour au niveau des individualités, parce qu'il y en a pas mal des deux côtés. On terminera par les compos et le prono. On va se mouiller, on est là pour ça. Bon, on va mettre les deux pieds dans le plat. Comment va le Barça en ce début de saison 25-26? Il faut savoir que moi, je les suis un petit peu. Je regarde les matchs du Barça, je fais quelques débriefs, pas tous. Ouais. J'essaye de les suivre aussi. Il faut toujours checker ce que fait les rivales, hein. La veille stratégique, tu connais. Et du coup, ouais, je regarde les matchs du Barça, je fais des débriefs. Et c'est vrai que cette saison, on va dire que la saison passée, on était vraiment sur un Barça très très chaud. Un Barça qui, pour moi, a presque même surperformé par rapport à ce qu'il avait et sa qualité et son effectif. Et c'est vrai que cette saison, on sent quelques limites, quelques difficultés aussi. Comment toi, tu pourrais le présenter et comment tu vis ce début de saison? Et bah, tu l'as très bien dit, il y a eu une petite certainement surperformance l'année dernière du côté du FC Barcelone. Alors dans le foot, on sait qu'on peut surperformer. Maintenant, ce qui est difficile, c'est toujours d'avoir de la constance. Et le problème du FC Barcelone, c'est toujours qu'on est engrainé dans nos problématiques financières. Et qu'au bout d'un moment, certes, on peut surperformer une saison qui a été la saison dernière. Au bout d'un moment, la réalité revient un petit peu au galop. Ouais. Donc, il y a des réalités qui sont un petit peu compliquées à prendre de face et qui sont notamment la difficulté de gérer ton effectif par rapport au football que tu déploies, en fait. Tu déploies un football qui est totalement énergivore. On aura le temps d'en parler au niveau tactique, etc., qui demande énormément de choses, mais notamment de l'énergie. Là, sur ce début de championnat, tu as beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Et en plus de ça, tu as pas mal de joueurs qui sont cramés, fatigués. Alors que nous, justement, au contraire de vous, on n'a même pas joué la Coupe du Monde des clubs. Effectivement. Donc, une certaine inquiétude par rapport à ça, quoi. Mais comment tu l'expliques du coup? Tu parles de joueurs cramés, fatigués. C'est vrai qu'on le voit encore le dernier match contre Girone. Yamal et Pedri ont dû sortir. Yamal, c'est un petit peu un cas à part parce qu'il revient de blessure. Mais c'est vrai que Pedri, on le connaît, c'est un marathonien, mais il joue beaucoup, il joue tous les matchs et tu le vois un petit peu cramé. Ce jeu, comme tu as dit, énergivore, qui demande énormément d'énergie de la part de Flick. La saison passée, tu as réussi à le tenir. Mais par moments, moi, je voyais les joueurs du Barça avec des bandages au niveau des poignets. Fallait les checker, faire les contrôles antidopage. Hein, parce que commence pas, je vous laisse quand t'as Pintus dans ton staff. Bon, Pintus, il nous a pas vraiment aidé la saison passée. Non, mais plus sérieusement, j'étais impressionné par l'abattage physique et le volume de pressing qui arrivait à maintenir le Barça. Est-ce que tu le payes un petit peu cette saison? On entend souvent parler de l'an 2 de Flick. Il y a plusieurs facteurs. Pour moi, peut-être que les équipes maintenant sont peut-être un peu plus habituées à ce Barça. On arrive peut-être un peu mieux à le lire. Et forcément, il faut aussi parler des absents. Quand tu as un Rafinha qui, lui, est le premier déclencheur de pressing, qui le fait super bien. Un Firmino aussi, je trouve qu'il le fait très bien. Un Ferran Torres qui est tout de suite aussi en train d'harceler les défenseurs. T'as un pressing qui fonctionne moins bien, t'as un milieu qui est un peu plus exposé. La perte d'Inigo, je pense que vous êtes un petit peu orphelin aussi. Je trouve que en fait, la charnière, depuis le début de saison, on voit Flick, il se tâtonne un petit peu, non? Il essaie de chercher sa charnière. Et c'est vrai que là, à l'instar de la saison passée, un Inigo, en termes de complémentarité, c'était parfait avec un Koubarsi. Koubarsi qui est jeune, il avait son tonton à côté, et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Qu'est-ce qui se passe cette saison? Comment tu le vois, toi?
Bah, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est une conjecture de plein d'éléments différents. Notamment la fatigue, notamment les blessés, notamment les non-recrues, mais surtout, je pense, et aussi tu l'as très bien dit, un jeu qui est de plus en plus lisible de la part de tes adversaires. La problématique du côté du FC Barcelone, c'est que très souvent, bon, pour ceux qui regardent pas forcément bien le Barça, on va vite résumer ça à la problématique de la ligne du hors-jeu, en gros. Donc on va dire le problème, c'est la ligne haute du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, etc. Le piège du hors-jeu, ça crée plein de problèmes. La problématique, moi, que j'essaie d'expliquer à chaque fois, c'est que c'est pas ta ligne du hors-jeu le problème numéro 1. Parce que si ta ligne du hors-jeu, tu arrives à l'additionner avec un très bon pressing, tu n'auras pas de problème. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que l'adversaire, le lanceur de ballon, la rampe de lancement adverse, elle va pas avoir le temps de lancer les attaquants dans la profondeur. Sauf que la problématique du Barça, c'est que l'année dernière, on exécutait un pressing qui était très bon. Pas le meilleur d'Europe, parce que je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui est le meilleur d'Europe. Bon, on est d'accord là-dessus. Qui était très bon. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et sauf que cette année, il est beaucoup moins bon le pressing. Et donc, si tu fais pas un bon pressing, là, par contre, ta ligne du hors-jeu, c'est du suicide. Et pour l'instant, on est face à un flic qui veut continuer avec sa ligne du hors-jeu. Sauf que la problématique, c'est qu'il veut continuer avec sa ligne du hors-jeu sans que le pressing soit au rendez-vous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les adversaires au milieu de terrain, ils sont tranquilles, ils ont tout le temps qu'ils veulent, et ils peuvent lancer leur attaquant à droite, à gauche, dans l'axe. Forcément, t'es n'importe quel défenseur du monde, t'es Sergio Ramos Prime, t'es Van Dijk Prime, exposé, Thiago Silva Prime, t'es forcément exposé parce que t'as des mecs qui courent à 30 km/h vers ton but. Toi, t'es un défenseur, t'es à 40 mètres de ton but, t'es dos à ton but, tu dois te retourner, faire la course. Donc, dans n'importe quelle condition, c'est impossible de rattraper. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer que le premier problème, avant tout, c'est un problème de pressing et de contre-pressing du côté du FC Barcelone. Et ça, tu peux le régler de plein de façons différentes, mais pour l'instant, c'est pas trop réglé. Et en plus, tu l'as très bien évoqué, le fait que maintenant, en plus, tes adversaires te connaissent encore mieux. Du coup, eux-mêmes, ils ont développé des stratégies pour contrer un peu soit ce pressing, soit ce piège du hors-jeu. Donc, tout ça cumulé, plus les absents, Baldé absent, Rafinha absent, Bien etc., sûr. ça crée plein de problèmes. Ouais, c'est multifactoriel, je pense. Mais tu disais que Flick, lui, va foncer tête baissée, va pas changer de son fusil d'épaule. Il a pas de plan B, c'est un dogmatique du coup. Et lui, il va foncer tête baissée avec... En fait, finalement, les défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de jouer cette ligne du hors-jeu qui dépend, comme tu me l'as dit, du pressing. Si le pressing est inexistant, t'es livré à toi-même. Donc, est-ce que t'as pas un plan B? Est-ce que tu dois pas te réajuster? Est-ce que peut-être tu dois pas être un peu moins ambitieux aussi dans ton jeu, par moment savoir faire le dos rond et accepter de subir? Parce que la saison passée, ça a plutôt fonctionné. On est d'accord? Mais moi, tu me diras si je me trompe, j'avais la sensation que le Barça était souvent mené dans ces matchs. La double confrontation contre l'Inter, l'Atlético, le Real 2 fois, il me semble, et d'autres matchs, t'étais souvent mené et t'avais une grosse force offensive, une grosse force de frappe devant, t'arrivais à chaque fois à renverser les matchs. On l'a vu à plusieurs reprises. D'où, en fait, le Barça était une des équipes les plus spectaculaires la saison passée avec le Paris Saint-Germain, une équipe most watched. Et honnêtement, cette saison, comme tu as dit, ça fonctionne un peu moins bien. Tu penses qu'il va continuer, il va foncer tête baissée comme ça? Alors justement, moi j'ai fait, je vais me faire une auto-promo. J'ai fait une vidéo genre il y a une N'hésite pas, il n'y a pas de jours problème. avec un grand supporter du Bayern Munich, justement, un des gérants de médias Bayern France sur Twitter, qui justement, j'avais envie de l'inviter pour savoir ce qui s'était passé lors de la saison numéro 2 de Flick au Bayern. Ah, intéressant. Il y avait beaucoup, je trouve, de facilité. On entendait oui, c'est forcément un échec, etc. Et lui, il m'a justement parlé de ça pendant 1 heure. On a discuté et il m'a dit, mais non, mais en fait, on a inventé des choses sur cette deuxième saison de Flick parce que surtout, il y a eu la défaite et l'élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais hormis ça, la saison était aussi exceptionnelle et Bayern Munich faisait partie aussi des favoris pour la Ligue des Champions. Et Flick n'a pas été viré. Flick est parti de lui-même pour la Coupe du Monde en Allemagne. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Bayern, durant cette saison 2, a des fois eu un peu plus de mal, notamment par rapport à la fatigue, par rapport à sa défense, mais restait toujours une des équipes les plus dangereuses d'Europe. Était une des équipes, il m'a même expliqué que dans cette deuxième saison, ça va rejoindre ce que tu viens de dire, avait sur une série de 10 matchs d'affilée concédé tout le temps le premier but. Une série de 10 matchs d'affilée. Ça confirme ce que j'ai dit alors, Exactement. Et pourtant, avait remporté tous ces matchs-là. Parce qu'en fait, la philosophie de Flick, c'est ok les gars, on peut en prendre 1, 2, 3 des buts. Mais on en a plus que l'adversaire. C'est exactement ça, c'est la mentalité de Flick. Et après, je lui ai posé la question que tu viens de me poser, c'est est-ce qu'il est tant dogmatique que ça? Et il m'a dit, alors sur son double pivot, peut-être un peu, mais des fois, on est passé à 3 défenseurs derrière. Des fois, on est passé sur une ligne à 5. Des fois, on est passé à 2 pivots. Et du coup, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, bon, ok, je suis face à un entraîneur qui est capable aussi de modifier des petites choses. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier match. Bon, ça n'a pas été fameux contre Gérone, mais on est passé avec une pointe basse et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc en fait, je pense que Flick, il aura toujours, en revanche, ça tu l'enlèveras pas de sa tête, cette idée de faut jouer vers l'offensive, faut mettre plein d'attaquants dans la surface de réparation et on va mettre plein de buts.
Ça ne bougera pas. Maintenant, pour y arriver, je pense qu'il est en capacité, en tout cas, c'est ce que m'a dit justement ses supporters du Bayern Munich. Il l'a fait au Bayern Munich. Il est en capacité, je pense, de changer des choses. Maintenant, la problématique, c'est qu'au Bayern Munich, tu avais des armes que tu n'as pas au FC Barcelone. Et là, on retombe sur le problème que je t'ai cité. C'est un petit peu limité, ouais. Voilà, ton effectif, au bout d'un moment, c'est galère quand tu peux pas faire de recrues au mercato. C'est pas ce que vous avez sur le banc. Mais surtout, tu as un delta entre tes titulaires et tes remplaçants en termes de niveau, ou sans manquer de respect aux remplaçants du Barça. Mais vas-y. Non, mais quand tu remplaces un Yamal, faut se lever tôt, même si je trouve que le petit Ronny montre de très belles choses. T'as un Rashford quand même qui, je sais pas ce que tu penses de spread, mais je trouve que c'est quand même une bonne pioche. Je crois que c'est le joueur le plus décisif du Barça, il me semble. Exactement. Si tu regardes, oui. J'avais vu, je crois, il était à 3 buts, 5 passes D, un truc comme ça, j'ai regardé. Mais bon, on est déjà rentré dans le volet tactique, hein. On est lancé, on est parti. Mais c'est intéressant. Mais comment toi, tu vis les matchs? Parce que moi, je suis en face. Je suis dans le camp d'en face, je regarde les matchs et je me dis, mais wow, j'ai regardé ce début de saison, que ce soit Levante, que ce soit Vallecano, où tu peux perdre le match. Séville, on peut en parler aussi de la première mi-temps. C'est assez chaud. Et là, Girona, pareil, la première mi-temps où il y a 3-4 face à face. Comment toi, j'ai envie de savoir en tant que supporter, comment tu vis les matchs? Parce qu'on sait que c'est un déséquilibre assumé et que en fait, comme tu as dit, on a parlé du pressing, etc. Si l'un va pas sans l'autre, en plus de ça, les absents. Si tu récupères tous tes titulaires et que tu as un pressing, tu peux relancer la machine. Et c'est la façon de jouer. Et ça a marché. Parce que moi, Flick, honnêtement, la saison passée, il m'a impressionné. Ce qu'il a fait avec ce Barça, tu as quasiment la même équipe que sous Xavi. À l'instar, tu récupères Olmo, je crois, tu rajoutes Olmo dans l'effectif. Mais je trouve ce qu'il a réussi à faire et à montrer une équipe spectaculaire avec pas mal de buts. Franchement, moi, j'ai pas honte à le dire, une équipe plaisante à voir jouer. Quand tu regardes le foot, quand tu parles football, tu regardes, il y avait des buts, ça jouait. Il faut se le dire, il faut pas se mentir à soi-même. Toi, comment tu vis les matchs, honnêtement? Là, cette saison, ce début de saison. C'est très dur, surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes juste en termes de résultats, on n'est pas si loin de ce qu'on faisait l'année dernière. Je parle en résultats, pas forcément les buts, etc., mais factuellement, victoire, défaite, on n'est pas très loin. Donc, si tu t'arrêtes juste à ça, tu te dis, bon, on n'est pas si éloigné. La problématique, c'est que pour moi, et comme pour beaucoup de supporters du FC Barcelone, on est très attaché à un truc qui est le contenu. Et que certes, le match contre Gérone, tu le gagnes, but à la dernière seconde, Ronald, etc. R9. La dinguerie, voilà, bref, laisse tomber. Mais tu as tout de suite le réflexe de se dire, ouais, mais pendant 90 minutes, j'ai joué de cette manière-là contre le 18e du championnat chez moi. Quand tu prends du recul, c'est vrai. Tu prends du recul, tu te dis, mais ok, la victoire, c'est cool, tu gagnes à la dernière seconde, machin, mais moi, je suis tellement. En fait, j'ai cette problématique d'être trop attaché au contenu, en fait. C'est normal. Si mon équipe, elle fait un match exécrable dans le contenu, mais qu'on gagne quand même à la fin, ok, je vais être content parce que voilà, je suis supporter de mon club, mais je vais me dire, en fait, si on continue comme ça, dans la durée, ça va pas tenir. Tu peux pas. On va parler un peu du Real aussi, au terme de contenu. On va parler du Real, évidemment. Oui, j'ai hâte que tu m'en parles. Non, parce que tu parles de contenu, mais c'est vrai que moi, c'est important pour moi aussi le contenu. Et si on bascule un petit peu sur le Real aussi, allons-y. La réalité du Real, c'est que c'est un Real en reconstruction. Voilà, c'est un Real en reconstruction. Oui. La saison passée, tu avais encore Ancelotti, tu étais encore sur les saisons d'Ancelotti. Et là, cette saison, tu as un nouveau coach, tu as des nouveaux joueurs. Et tu repars vraiment, c'est une révolution, parce que la saison passée, c'était compliqué, une équipe déséquilibrée, merci Pintus pour les blessés, etc. etc. Tu as rajouté Mbappé qui, fondamentalement, a mis ses buts, mais ça a créé quand même un déséquilibre. Tu avais 4 offensifs, pas de milieu de terrain, tu perds Kroos, tu l'as jamais remplacé. La saison passée, tu perds Modric. Les créatifs, ils se font rares maintenant. Donc là, on a mis Arda Güler en ce début de saison qui fait du bien. On reviendra sur les individualités, bien évidemment. Bellingham qui a eu une grosse blessure, il revient aussi. Ce sera un peu les joueurs qu'on attend en termes de créativité. Mais ce Real, moi qui suis aussi pointueux sur le contenu et sur le détail des matchs, ce début de saison, tu fais presque un carton plein. T'as pris la volée contre le derby, ça arrive. Tu t'es fait dunker dessus. Honnêtement, Sorloth, c'est l'ennemi. Hein, il les met à tout le monde. De toute façon, Sorloth, c'est la terreur de la Liga. Mais du coup, tu fais un carton plein sans être incroyable non plus. Et moi, j'essaie de laisser du temps à Xabi Alonso quand même. C'est un nouveau projet avec des nouveaux joueurs. On lui laisse du temps. Par contre, il essaye un peu trop, je trouve. On a eu 11 compos différentes.
Ça, faut savoir, c'est qu'on a eu Vous avez 11 compos différentes. 11 compos différentes avec des joueurs différents, des animations différentes. Depuis le mondial des clubs, ils travaillent. Hein. Attention, pas depuis ce début de saison. J'aurais aimé qu'en fait, avec ce début de saison, les matchs abordables, qu'on ait quand même une structure avant d'arriver à ces matchs à gros coefficients, les gros matchs contre le Barça, Liverpool qui va arriver. On a un calendrier laisse tomber là qui arrive, la Juve en Ligue des Champions, etc. C'est un petit peu ça que je lui reproche, c'est qu'on n'a pas réellement une vraie structure et une vraie animation qui se dégage. Maintenant, d'un point de vue comptable, c'est bien. Il a des résultats, on va dire. Et puis, il est premier ex-aequo en Ligue des Champions, c'est 2 victoires. Premier de Liga à 2 points. Même si tu perds ce Classico. Alors attention, ça me ferait chier parce que moi, la saison passée, ma première saison sur YouTube, très très compliquée. Hein, ça ferait 5 de suite là. Voilà, donc là, pour la survie de la chaîne et pour mon bien-être, j'espère qu'on va remporter ce Classico. Mais on peut rentrer maintenant dans les individualités un petit peu. J'ai une question, j'ai 2 questions pour toi. Du côté du Real, qui est-ce que tu vas craindre? Qui est la menace pour toi du côté Real? Bon, forcément, Mbappé, c'est un peu facile, mais si tu arrives à trouver d'autres joueurs. Et aussi, qui est-ce que tu vas attendre du côté du Barça? Qui est-ce que tu vas vraiment focus et attendre sur ce match-là? Côté Real Madrid, en fait, bon, bien évidemment, il y a Kylian Mbappé. Moi, j'ai toujours une analyse très compliquée avec ce joueur-ci parce que je trouve que certes, il apporte individuellement, mais je trouve qu'en fait, il a tellement aussi déséquilibré qu'en fait, ce qui est intéressant de voir avec Mbappé, c'est qu'est-ce qui t'apporte, mais aussi qu'est-ce qui te fait perdre, entre guillemets, par rapport à l'équilibre qu'il y avait avant du côté du Real Madrid. Et la balance, elle est très difficile à jauger. Et moi, ce que je trouve un petit peu dur, bon, sur Xabi Alonso, juste, si je peux revenir un peu, moi, je trouve ça bien un petit peu aussi. Bon, vous êtes forcément un petit peu pressé, c'est normal dans un club comme le Real Madrid, mais je trouve que là, vous avez enfin un coach que j'appellerais coach tactique dans le club. Ça fait longtemps, entre guillemets, sans manquer de respect à Ancelotti et à Zidane, que vous n'aviez pas eu ça, parce que pour moi, c'est plus des coachs managers, dans le sens où c'est des gens qui sont capables de manager un vestiaire. Avec une école un peu différente. Une école différente. Là, Xabi Alonso, tu sais, c'est plus école Tourelle. Les coachs modernes, un petit peu. Ouais, les coachs modernes, un peu tactiques, etc. Je suis d'accord avec toi. Tout ça. Et du coup, faut laisser du temps un petit peu pour qu'il trouve sa mayonnaise. Et en plus, on a parlé de nos blessés à nous, mais vous, enfin, je veux dire, quand tu as un Alexander Arnold, un Carvajal, un Bellingham que tu n'as pas eu aussi pendant 3 mois. Tu vois, ça change ta structure. Bien sûr. De ne pas avancer. Voilà. Donc, c'est pas forcément là, on est fin octobre. Bon, je peux comprendre encore que tout soit pas totalement prêt. Mais ensuite, pour revenir sur les individualités, pour moi, c'est Arda Güler qui est un peu, je vais pas dire le game changer du Real Madrid, mais je trouve que ça va être très important pour Xabi Alonso dans la suite, surtout même de la saison, de trouver une place importante à ce joueur-ci qui, pour moi, à l'heure actuelle où on parle, c'est-à-dire octobre, doit être mis dans les meilleures conditions pour qu'il fasse bien jouer les autres. Parce que pour moi, au détriment, justement, au contraire de Bellingham, Güler, il a ce rôle et il a cette association avec Kylian Mbappé notamment qui est ultra importante. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Mais notamment, même le but qu'il y a eu contre Retafe, tu vois, c'est Güler pour Mbappé. Et je trouvais que dès que Bellingham il est revenu au Real Madrid, c'était Bellingham, tu le mets dans sa zone de confort et hop, Güler, tu le mets sur le côté. Et je me suis dit, ça c'est bizarre. Parce que normalement, si tu suis la logique sportive de la forme du moment, Güler, tu le laisses là où il est très bon et c'est à Bellingham de se rebattre pour retrouver sa place, tu vois. Je suis d'accord. C'est un petit peu dommage parce que Güler est tellement important quand il est dans son rôle prépondérant de soit second attaquant, meneur de jeu. Meneur de jeu, vous l'appelez comme vous voulez, que lui, s'il est bien mis dans bonne disposition, après, il faut qu'il assure au Classico, parce que les seuls Classicos qu'il a joués, il était un petit peu invisible. Donc, il y a ce palier à passer pour lui, mais son association, lui, avec Kylian Mbappé, par rapport à la ligne haute du Barça qu'on a évoquée, c'est beaucoup trop important. Mais Güler, en fait, pour moi, ça va être ce mec-là. Pour revenir sur Güler, en fait, la saison passée, il a été très mal utilisé par Ancelotti, très peu aussi déjà, très peu de temps de jeu, et c'était souvent en tant qu'ailier droit. Et on sait que c'est pas, c'était son poste à Fenerbahçe, mais en fait, de par ses qualités et sa vista, sa vision de jeu, c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, qui doit être dans l'axe du jeu, qui doit être meneur de jeu, ou même un meneur de jeu un petit peu reculé, en tant que 6 ou 8, il est capable de le faire, on l'a vu au Mondial des clubs. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais, Xabi Alonso, lui, déjà, de base, l'intéressait même au Bayer Leverkusen, il voulait le recruter, il voulait le récupérer. Et en fait, moi, j'étais sûr qu'en arrivant au Real, il allait faire jouer. C'est ce qu'il a fait au Mondial des clubs, et tout de suite, ça a matché. Et en fait, les deux qualités de Arda et de Mbappé sont complémentaires. T'as vraiment Arda qui, lui, a cette vision, a cette qualité de passe, et est capable de donner des belles passes sur un bon timing et dans des bonnes zones. Et t'as Mbappé qui, lui, dans la profondeur, c'est un des tout meilleurs. Quand il prend la profondeur, il est inarrêtable.
Ouais. S'il n'est pas hors jeu, hein, hashtag le classico de la saison passée. Clairement, clairement. Maintenant, il sait, c'est bon. Donc, c'est la force principale de ce Real. Je suis d'accord avec toi, il y a un hyperlink entre les deux, il y a un lien vert. Et pour moi, on doit pas le casser. Pour moi, Bellingham doit redescendre un poil plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il a ce volume de jeu, cette caisse physique pour faire le travail au milieu de terrain, récupérer, faire ce travail de sap, ce travail de pressing, un peu le sale boulot, tu vois. Il est capable de le faire. Là où un Arda, il n'a pas encore ce volume et ce jeu sans ballon pour vraiment aller récupérer des ballons. Il est meilleur offensivement, donc... Voilà, et en fait, il a été remplaçant sur le dernier match. C'est plus une question de gestion un peu pour faire tourner. Oui. Vigny a été remplaçant. Il fait beaucoup tourner, hein, il donne beaucoup de temps de jeu. On a la chance, nous, d'avoir un effectif assez profond pour le coup. Mais du coup, ça va aider. Ça va faire du bien avec toutes les compétitions. Du côté du Barça, du coup, quel joueur tu vas vraiment focus on fera après les compos après, mais là, dans l'immédiat, quel joueur vraiment tu vas attendre sur ce Classico ? Ah bah ça va être chaud parce que tu vois, on est encore en questionnement à l'heure où on tourne la vidéo sur la présence de Ferran Torres ou de Rafinha, qui sont quand même des présences qui peuvent changer pas mal de choses. Lewandowski, ça va pas être présent. Et du coup, quand tu fais le cumul de tous les joueurs offensifs que tu peux avoir, en fait, finalement, il y en a un qui doit sortir du lot. Tu vois, c'est Lamine Yamal en gros. Si tu as un Rafinha, si tu as un Lewandowski, si tu as un Ferran Torres, tu peux un peu te reposer sur d'autres joueurs pour mettre des stats, pour faire les différences offensivement. Là, dans un classico comme ça, on sait que le début de saison, il n'est pas si facile que ça pour Lamine Yamal, entre polémiques à droite à gauche, entre blessures à droite à gauche. C'est compliqué pour lui d'avoir de la constance. C'est un match pour lui, c'est un match pour vraiment lancer officiellement sa saison. Et c'est un match pour lui où il doit faire la différence, surtout que là, il va être face à son némésis, normalement, Carreras. Vous l'avez recruté exprès pour ça. Exactement. Normalement, voilà. Il y a un mythe où la saison passée, le Benfica-Barça, apparemment, il l'a pocket. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Il a réussi à l'arrêter quelques fois, mais Yamal l'a passé plusieurs fois. Donc, on va se calmer là-dessus, hein, pour tous ceux qui croient que... un peu d'humilité, s'il vous plaît. Mais après, voilà, donc Lamine Yamal, pour moi, joueur. Bon, après, c'est facile, hein, tu me diras de citer Lamine Yamal. Bien évidemment que tous les autres joueurs ont un rôle qui doit être super important. Mais je dirais Lamine Yamal et après le collectif dans son entièreté, le pressing. Si tu n'exécutes pas un pressing face au Real Madrid, même Tchouaméni, tu vas le laisser relancer. Même Tchouaméni, il va envoyer la balle à 40 mètres pour Kylian et Kylian, il va s'amuser, tu vois. Là, c'est pas forcément en fait, un joueur, ça peut être aussi tactiquement ce que tu vas attendre de l'équipe, etc. Mais après, pour revenir sur le Real Madrid, tu vois, je trouve que je sais pas ce que tu en penses, la montée en puissance d'un Vinicius que je trouvais exécrable en début de saison, tout début de saison. Il a eu du mal, il a eu du mal, mais là, je trouve qu'il revient bien, etc. Ça peut être intéressant. Et après, à voir aussi, je sais pas ce que toi tu vas en penser, mais Alexander-Arnold, il va être de retour. Alors, ça va être un peu juste. Je crois que j'ai vu passer que lui et Carvajal seront peut-être dispo et aptes pour le Classico, mais pour moi, je les mettrai pas parce que tu peux pas revenir. Je préférais assurer un Valverde qui a du rythme. Je peux pas relancer un Trent ou un Carvajal, d'autant plus sur un Classico où tu auras Rashford en face qui va vraiment te faire des différences. Donc, je préfère avoir un Valverde qui sera peut-être capable de le contenir. Huysen, c'est pareil, il est un petit peu... on peut passer directement aux individualités, comme ça c'est fait, on grille les étapes. Mais dans le sens où Huysen, pareil, c'est un peu léger. Bon, il a eu une gêne musculaire, il sera potentiellement de retour. Mais moi, de mon côté, je vais vraiment attendre Bellingham. Bellingham, il a eu son opération à l'épaule. Il n'a pas joué pendant 2 mois, quasiment 2 mois et demi. Donc, je peux comprendre qu'il doit reprendre du rythme, etc. Mais Bellingham, pour moi... Alors, c'est un de mes joueurs préférés du Real, je dis honnêtement. Et pour moi, c'est un des tout meilleurs du Real aussi, quand il est à son prime et à son niveau. Il est capable de tout faire, vraiment de marquer, de faire le jeu, de récupérer, de faire du pressing. Le problème, c'est que par moment, il est partout et nulle part à la fois. Il faut qu'il soit un petit peu dans son rôle. Et c'est pour ça que, est-ce qu'il va accepter maintenant de jouer un cran plus bas, laisser ce poste à Arda ? Après, j'ai cru voir que Xabi Alonso, après le match de Getafe, il a dit que les deux pouvaient switch. Pouvaient permuter, un qui joue plus bas, un qui joue plus haut, qu'ils alternent, pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais je vais beaucoup attendre Bellingham, parce que je pense que Xabi Alonso a fait l'erreur de le titulariser contre l'Atlético Madrid. Il revenait et il l'a titularisé, il est passé à côté, tu n'avais pas de rythme, surtout face à une équipe en face qui te rend la monnaie, quoi. Voilà, qui t'envoie du steak. Et je vais l'attendre, vraiment, je vais l'attendre sur ce Classico. Et tu as parlé d'Arda aussi dans les grands matchs. Moi, je vais attendre Arda Güler dans les grands matchs parce que c'est bien contre Mallorca, contre Osasuna, contre Oviedo. Ok, t'es facile avec ton pied gauche. Là, les matchs à gros coefficients, comme j'aime bien dire, tu dois être au rendez-vous. Et je veux voir. Dis-moi. Et tu mettrais qui à côté de Bellingham, justement ? Parce que Camavinga, c'est pas mauvais en ce moment non plus. Camavinga revient de blessure aussi.
Voilà. Ok. Et il a été titulaire, il fait un bon match. J'aime beaucoup Kamavinga, ce qu'il apporte, son impact, son énergie. Mais on va parler des compos si tu veux. Mais moi, je partirais. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre avec Xabi Alonso, c'est que la compo papier n'a rien à voir avec l'animation. Oui, bah ça, Flick, c'est pareil. Voilà, il va te faire un. Bah, quoique Flick, quand il te met un 4-2-3-1, c'est un 4-2-3-1 qu'on voit plus ou moins, non? Ouais, mais Rafinha, pour moi, c'est pas un ailier, tu vois. Par Ouais, exemple. ça C'est pas permute. Mais c'est un second attaquant, tu vois. moi, ce que je veux dire, c'est que ça change complètement là avec le Real. Ouais, C'est-à-dire ok. que tu as un 4-3-3 sur papier. Hmm. En fait, on joue en 3-5-2 ou en 3-4-3 avec une base à Ouais. 3 derrière, avec des pistons, avec des joueurs qui Oui. rentrent dans le demi-espace. Enfin, on comprend pas trop des fois parce qu'il essaye plein de choses. Il est encore dans un laboratoire, Xabi Alonso, je te promets. Ça vous change de Ancelotti C'est et ça. son 4-4 de Ça fait beaucoup losange, de changements, carré. des permutations, là on comprend plus rien. On est là avec qui c'est qui joue à droite, les demi-espaces, le latéral qui rentre au corps du jeu. Enfin bref, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est encore un laboratoire, c'est encore une ébauche sur Real Madrid. C'est pas un produit fini, entre guillemets, ce qui est normal et on va laisser le temps, bien évidemment. Mais j'aimerais, moi, surtout face à ce Barça, parce que comment ça peut se tourner tactiquement. Je pense que le Barça, pour moi, collectivement, dans l'expression collective, c'est clairement une meilleure équipe. Vous avez de l'avance, nous on a du retard sur l'expression collective, je trouve. Et en fait, je pense que le Barça aura la possession et le Barça est bon à l'attaque placée, sauf que nous, on essaye de jouer en attaque placée en possession, qui pour moi est contre nature. On n'est pas une équipe de possession, on est une équipe de contre. Par rapport à vos joueurs. On est une équipe de transition pour moi. Quand tu regardes Mbappé, quand tu regardes Camavinga, quand tu regardes du Valverde, quand tu regardes du Bellingham qui est capable de se projeter aussi, Vinicius, comment j'ai pu l'oublier. On a des joueurs qui aiment bien la profondeur et très létal en transition. Là où quand je regarde le Barça qui subit beaucoup, je me dis il y a un monde où nous aussi on a le droit d'avoir des occasions et des spots contre le Barça. On en aura forcément. Vous allez en avoir là. Bah, oui, en tout cas, je l'espère. Ouais. Mais du coup, en termes de compo, je te dis honnêtement, j'aimerais un 4-4-2, densifier le milieu de terrain avec un Tchouaméni en point de basse, avec un losange Camavinga Bellingham, un peu en relayeur, et un Arda Güler en 10, avec les deux attaquants Vini Mbappé. Ouais, ça fait mal ça. Hein. Ok. Mais c'est pour vraiment densifier le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, c'est un petit peu la faiblesse et les lacunes de ce Real Madrid. Je trouve qu'on manque de créativité, on manque de liant, là où du côté du Barça, c'est la force quand même. Pedri, De Jong, moi, quand j'ai vu encore leur match contre l'Inter la saison passée, quand tu regardes ce qu'ils font à Newcastle, à St. James Park, en fin de match, là, ils te font une passe à 10. Non, franchement, ils sont incroyables. Donc, il y aura un delta au milieu de terrain. Donc, moi, je partirais sur cette compo. Ouais, voilà. Ouais. Toi, tu verrais quoi pour... On peut partir sur les compos. Ouais, tu verrais quoi en termes de compos et de joueurs? C'est chaud parce qu'en fait, moi, si tu veux, tu vois, pour en revenir... Là, on revient au tout début de la vidéo pour en revenir sur cette problématique de pressing et tout. Moi, je fais partie de ceux, on est nombreux, hein, bien évidemment, je ne suis pas le seul, qui demandent de plus en plus un 4-3-3 au FC Barcelone. Parce que selon nous, en fait, ça va nous permettre d'améliorer la possession, justement, et améliorer la possession et le contrôle du ballon en phase haute, ça te permet aussi d'améliorer ton pressing. Okay. Parce que tes joueurs, ils sont déjà placés en bloc haut, et donc ça t'aide, et même par rapport à la fatigue, de conserver le ballon et de faire tourner ton adversaire en bourrique, ça t'aide également. Du coup, ça, c'est une des possibilités que moi, j'aimerais voir. Maintenant, la problématique, c'est qu'on sait que c'est pas du tout un système d'anti-flic, donc ça peut être compliqué. Donc, en fait, la question, c'est que je pense qu'on repartirait sur un 4-2-3-1. Le truc, c'est qu'on n'a pas Dani Olmo qui sera présent, donc on aura Fermin Lopez. On aura le double pivot. Ouais. Dommage. Non, mais moi, Olmo, je l'adore parce que c'est un bouffeur. C'est un bouffeur. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il y aura du Pedri, De Jong, Fermin au milieu de terrain. Classique, si ouais. Après, ce qui va être compliqué, c'est toute la gestion aussi de l'attaque. Parce que si tu n'as pas Ferran Torres, attends. Qu'est-ce que tu fais de Rashford? Parce que Rashford, tu vas me dire, ouais, je le mets à gauche, mais dans ce cas-là, tu mets qui en numéro 9? Ferran Torres est toujours blessé. Rafinha sera juste pour venir ou il sera là? Rafinha, c'est très juste. Au maximum, je pense qu'il sera dans le groupe, mais jamais il est titulaire. Et puis, il sera pas forcément en rythme, ouais. Ferran Torres peut-être. Donc, si Ferran Torres, il est là, Ferran Torres sera le 9 titulaire. Tu mets Rashford à gauche, tu mets Yamal à droite. Okay. Balde. Après, la défense centrale, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Nous, ça bouge tous les matchs, là, pour l'instant. Ça, c'est... Ouais. On est beaucoup à appeler un Christensen Koubarsi, mais pour l'instant, Flick ne sont pas très fans de cette formule-ci. C'est compliqué. Et puis, il y a un truc aussi qui est important, il faut le dire, c'est que nous, on a notre troisième gardien. Ça fait 1 an qu'il est à la retraite et qu'il fume des paquets de clopes. Donc, si tu veux, ça aussi, ça joue. Hein, après, la saison passée, je trouve que c'était OK, en vrai. C'était OK. Il a assuré l'intérim.
Ouais, mais sur la fin de saison, déjà, ça commençait à être galère. Ouais. Et surtout, là, tu as eu recruté Johan Garcia, qui était peut-être l'un des Alors top là, 2 meilleurs gardiens de l'année dernière. Le bien qu'il nous a fait, franchement. Et le bien qu'il nous a fait sur les premiers matchs. Le mec, en plus, il capte de ouf la ligne du hors-jeu, machin. Il sait Bon comment au ça pied, fonctionne. là, il est bon, Il est franchement. explosif, bon au pied. C'est une grosse perte. En vrai, c'est une grosse Je suis perte, d'accord. surtout quand tu sais que le Real va profiter de ton jeu dans le dos. Chesney, pour sortir de ses cages avec ses années derrière lui, il va mettre 100 ans à arriver sur Mbappé. Il va se prendre un carton rouge comme à la Supercoupe, n'importe comment. Ouais, enfin, je comprends. Ça va être un gros défaut quand même du côté du Barça. Mais donc, ouais, 4-2-3-1. Au niveau des latéraux, Koundé, j'imagine, à droite. Balde et Koundé, même si Koundé, en ce moment, en plus, toi qui dois suivre aussi les matchs de France, c'est pas fameux. Donc, Koundé, c'est dur. Eric Garcia, en plus, est bon. En fait, le truc, c'est que Eric Garcia aussi est bon. Donc, il y a de plus en plus de débats. Il est très polyvalent aussi, Eric Garcia. Ouais. Extrêmement polyvalent. Le truc, c'est qu'il y a un Koundé en forme. Donc, si on le fait pas jouer là, contre l'Olympiakos en Ligue des Champions, Koundé en forme, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, toi, tu me présentes un 4-4 de losange. Tu vois ce qui. Après, vous, votre force, c'est que le 4-4 de losange, chez Camavinga, Bellingham, ils savent manger des kilomètres dans un match. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de défendre dans l'axe, mais en même temps, ils peuvent défendre aussi un petit peu. Alors, attention, moi, c'est ce que je veux, mais on l'a toujours pas vu dans ce début de saison. C'était toujours un 4-3-3 avec Mastantuono ailier droit. Mastantuono, on peut en parler quelques minutes. Super potentiel. Il vient d'Amérique. Il vient du championnat argentin, il a du potentiel, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid, je suis désolé. Quand on est les droits, c'est Mastantuono. Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas en train de le tailler ou le critiquer. Il est jeune, il vient d'avoir 18 ans, on va lui laisser le temps. Mais être titulaire au Real Madrid en poste d'ailier, c'est insuffisant, c'est trop léger. Bah non, là, ils ont le même âge, mais ils n'ont pas le même niveau. Mais voilà, c'est trop léger pour moi. Et en fait, on a souvent un 4-3-3 ou un 3-5-2 et il persiste avec Mastantuono parce qu'il fait beaucoup d'efforts défensifs. Il a cette grinta un peu du Argentine, tu vois. Mais ça manque encore offensivement. C'est quoi? C'est un but, une passe D sur 10 matchs. Rodrigo de l'autre côté, c'est pareil. Moi, j'attends un peu plus. J'étais un fervent défenseur de lui. Mais quand il est titulaire, c'est un peu yaourt nature. Par contre, Vinicius, lui, quand il rentre, comme à l'image d'hier, il est capable, lui. Tu sais, Vinicius, moi, j'aime bien dire ce genre de joueurs, c'est des joueurs qui ont le droit de vie ou de mort dans des matchs. Ils ont le droit, ils sont capables de changer un match à eux tout seuls, à l'image d'un Yamal, d'un Pedri, d'un Mbappé et d'un Vinicius. Et c'est des joueurs différentiels que tu as besoin lors des gros matchs. Et finalement, nous, j'espère un 4-4-2 pour densifier, mais j'ai du mal parce qu'il ne l'a pas mis depuis le début de saison. Et c'est pour ça on est encore en rodage et tu vas arriver face à un Barça en rodage en fait. C'est là où je m'inquiète. C'est là où je m'inquiète aussi. Et moi je vais faire preuve d'humilité parce que les derniers classicos on l'a très bien vu. La dynamique, ça veut pas dire grand chose. Quand tu arrives à un classico, c'est des matchs différents. Les joueurs se transcendent. Surtout, moi je trouve que les joueurs du Barça, ils sont au rendez-vous la plupart du temps lors des classicos, alors que nous, on passe souvent à côté, ou même quand on gagne, c'est des victoires un petit peu à l'arraché. Voilà, il faut être honnête, tu vois. Donc voilà, on verra. En termes de compo, on en a discuté un petit peu. On va passer au pronostic, on va se mouiller, c'est le moment, Dave. C'est chaud. Mais parce qu'en fait, tu parlais de dynamique, mais ce qui est grave intéressant, et puis en plus, je pense que ça va être un peu le titre de la vidéo, c'est que il y a 2 ans, quand vous avez Ancelotti et nous Xavi, c'était limite toutes les victoires, elles étaient pour vous lors des classicos. On avait fait 3 victoires ou 4, Voilà, 3 victoires ou 4, il se passait rien du tout, machin. L'année dernière, totalement l'inverse, on a tout raflé. Et là, c'est la première fois où je suis là en mode... C'est un flou. Finalement, c'est un flou, et je l'ai tweeté en plus récemment en mode, c'est pas un flou parce que les deux équipes, elles sont au sommet et tout le monde va bien, les individualités, le collectif. C'est un flou parce que les deux équipes sont encore en train de se chercher et sont encore en rodage. Et donc, on sait pas trop, finalement, qui va vraiment lancer le truc. Mais après, il y a le truc quand même que vous jouez à domicile et que vous avez les 2 points d'avance là. Du coup, vous allez pouvoir être en mode... nous, on va pouvoir attendre le Barça, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux de gagner, et nous, boum, on va pouvoir jouer en transition. Et puis c'est pas un match coup près finalement. C'est le début de saison, tu perds, le Barça passe à 1 point, nous on gagne, ça fait 5 points d'écart, mais c'est pas la folie non plus. T'es pas distancé, on l'a vu la saison passée, on avait 10 points d'avance, vous avez fait une remontada, vous êtes revenu. Non mais c'est vrai, c'est pas un match coup près où ça va vraiment déterminer la suite de la Liga. On est sur le premier classico, on est en octobre. Mais tu peux créer une petite dynamique. Équipe, en fait. Voilà, exactement. Ça, en fait. Et quand tu regardes... Les deux équipes sont en recherche de se lancer. C'est ça, quand tu regardes le Real... Nous, on a besoin de ces victoires, je te dis honnêtement. Là, on parle pas de tactique, on parle pas... Non, mais dans le sens où, psychologiquement, la saison passée, tu t'es fait fracasser, tu t'es fait froisser, tu t'es fait tabasser. Les 2 premiers, surtout, parce qu'après... La finale de Coupe du Roi, moi, j'avais eu honte de mon équipe. Je te dis honnêtement, ce qui s'est passé, c'était un scandale.
Et le dernier match, pour moi, était serré. On mène 2-0, on perd 4-3. Il y a des erreurs de Vasquez. On a eu un bon match où il n'y a pas eu trop de dingueries. Ça s'est un petit peu resserré. Je pense que l'écart et le niveau se resserrent un peu parce que tu as un Barça qui est moins spectaculaire et un Real Madrid qui est moins déséquilibré que la saison passée. Je pense que ça peut se neutraliser. Maintenant, au vu de la défense du Barça, honnêtement, et notre équipe nous aussi qui subit pas mal, le Real n'est pas encore au point. Ça peut partir, ça peut faire popcorn. Hein. Il peut y avoir un 4-4, un 3-3. Donc c'est vrai que moi je suis dans le flou. Et si on regarde les cotes, moi j'ai regardé les cotes. Le Real est favori à 2. Et le Barça, je comprends pas la cote du Barça qui est à 3 ou à 3,20. Donc je pense qu'il y a le côté où tu es à domicile. Il y a le côté où le Barça a eu des défaites aussi. Bon, tu as eu la défaite contre Paris, tu as eu la défaite contre Séville qui était lourde aussi. Nous, on a eu une seule défaite. Après en Ligue des Champions, ça a été. Donc vous c'est ça aussi, vous êtes un peu en recherche, bon vous allez avoir la Juve cette semaine quand même, vous êtes en recherche face au gros aussi, qu'est-ce que ça donne? On a du mal. C'est-à-dire que nous on a affronté le Paris Saint-Germain et tout, vous le seul gros que vous avez affronté cette année c'est l'Atlético et ça vous a pas trop réussi. Donc il y a un peu ce truc de se demander, mais après ce qui peut jouer aussi en votre faveur, c'est ce truc un peu, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que vous avez quand même un Mbappé je trouve, et un Vini qui commence vraiment à monter et qui peuvent à eux tout seuls changer le jeu. C'est ça. Alors que nous, on avait Rafinha qui a apporté des buts qui ne sera pas là. Yamal, est-ce qu'il sera 100%? Et Yamal, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, il n'a pas encore débuté vraiment sa saison. Ouais, mais après les matchs comme ça, Yamal, il est capable. Tu sais comment il est. Ah oui, c'est Yamal, c'est les caméras, c'est les TikTok, c'est lui, quand il y a ces matchs-là, il va se mettre au diapason, il sera inarrêtable. Et puis, qui de mieux pour relancer le Barça, honnêtement? Qui est mieux? C'est ça, au moins, en fait, je vais faire preuve d'humilité. J'ai un petit peu je suis un petit peu rassuré quand je vois la défense du Barça. Je me dis, on aura forcément des spots et nous, on les mettra, contrairement à Girone. Si on les a, hein, bien sûr. Mais à côté, moi, je suis pas serein par rapport à l'historique. Et voilà, le Barça, ça reste quand même. Le Barça, c'est toujours compliqué, les classicos. Moi, je suis dans un flou et je vais peut-être suivre un petit peu les cotes. Je dirais un léger avantage pour le Real, mais je vois des buts. Peut-être un 3-2, peut-être un 4-3, je sais pas, mais je vois des buts parce que les deux équipes ne sont pas au point encore, tu vois. Ouais, moi je vois une défaite du Barça avec 2 buts d'écart, hein, tu vois. Et je suis pas du tout, pour ceux qui savent, je suis pas du tout du genre à dire on va perdre pour qu'on gagne, etc. Genre je suis pas du tout là-dedans. C'est par rapport à ce que tu as vu, quoi, ce que tu vois. Ouais, par rapport à ce que j'ai vu. L'année dernière, je disais qu'on était favoris et je disais que je savais que sur le jeu, on était plus cohérent. T'étais au-dessus, clairement. Voilà, donc, à part les individualités qui pouvaient sauver le Real Madrid, je le savais. Là, vraiment, cette année, pour regarder le Barça tout de suite, là, je vois les vagues arriver, les Mbappé servis par les profondeurs, les profondeurs, et je me dis, nous, on va pas changer ça d'ici le Classico. En fait, on va continuer dans notre stratégie. On va peut-être en marquer un parce que je suis d'accord avec toi, le Real Madrid, c'est pas non plus totalement rodé. Nous aussi, on peut en mettre un, mais tu vois, je vois un 3-1. 3-1 Real Madrid. Ouais, on est quasiment à peu près pareil sur le même état d'esprit, 3-2, 3-1. On verra, après ça reste un classico, c'est des matchs à part, il peut tout se passer. Et les joueurs se révèlent lors de ces matchs-là, il peut tout se passer. Donc ça va être intéressant. En tout cas, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait presque 40 minutes. Donc écoute, Dave, merci à toi d'être passé sur la chaîne pour représenter le Barça. C'était vraiment cool. Dans les commentaires, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. On reste cool dans les commentaires aussi. Hein. En fait, c'est aussi une manière de montrer qu'on est capable aussi de pouvoir collaborer entre Barça, Real et qu'il y ait une rivalité saine. Bien sûr, la rivalité, il faut la nourrir. Mais voilà, nous, avant tout, on est des fans de foot et on est là pour kiffer. Et on va kiffer, j'espère, ce classico en tout cas. Donc, merci à toi, vraiment, Dave. Et, merci à toi, hein, Mejdinho. S'il y en a qui viennent de ma chaîne, parce que je vais relayer ça, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Mejdinho. Si on gagne le classico, n'hésitez pas à aller voir son débrief aussi après. Voilà. S'il y a des si ma chaîne est toujours vivante, qu'on arrive à faire le 5 sur 5. Non, et un grand merci à toi pour l'invitation et vraiment hâte que je te rende l'appareil pour le match retour. Si, encore une fois, oui, ta chaîne continue d'exister. Écoute, on peut d'ores et déjà prendre le rendez-vous. On fera le match retour sur ta chaîne, si ça te va. Magnifique. Voilà. Bah oui, parfait. Nickel. Parfait. Bon, je pense qu'on a été complet. On a fait le tour. Exactement. N'oubliez pas, les gars, on s'abonne, on like, on commente, on donne de la force. Et puis, bon classico à tous. Prenez soin de vous, les gars. Peace. Ciao, la team.